Écoutez, je crois que c'est, vous savez, une accumulation qui remonte à très longtemps, et par moments, il y a des accélérations, des intensifications de sentiments de frustration, de violence. Et ça a été très bien dit dans votre reportage. Il s'est passé des choses à Jénine. Il y a eu des Palestiniens qui sont morts, tués par l'armée israélienne. Et puis, il y a maintenant ces violences contre des Israéliens à Jérusalem-Est. Donc, on est dans cette espèce d'engrenage qui est assez classique. Simplement, là, il y a une espèce de pic plus important, plus intense. Il faut voir que nous sommes dans... il faut rappeler, c'était élémentaire de rappeler que nous sommes dans une situation politique où il y a un territoire occupé par une armée et par un État. C'est-à-dire que c'est la question israélo-palestinienne, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est aussi. Ce sont, au regard du droit international, des territoires occupés. Et donc, à Jénine, c'est une armée d'occupation qui va tirer sur des Palestiniens. Voilà. Donc, tant que ces questions de fond, c'est-à-dire, en fait, que ces territoires ne soient plus occupés, qu'il y ait un retrait de l'armée israélienne et qu'on arrive à, comment dirais-je, à une vraie solution politique avec un État palestinien à côté de l'État d'Israël, eh bien, tant qu'on n'aura pas réglé cette question, et malheureusement, on en est très loin, eh bien, il y aura forcément des séquences de cette nature. J'ajouterais peut-être 2 points pour préciser ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés du côté palestinien. Oui. Et je crois que c'est important de comprendre. Et là, il faudrait revenir sur un peu l'histoire, mais sans aller très loin. Je dirais que ce sont des gens qui sont nés après Oslo. C'est-à-dire des gens qui n'ont connu... Les accords de paix entre guillemets d'Oslo. C'est ça, des tentatives où on y croyait dans ces années-là, jusqu'en 99, jusqu'en 2001, on y croyait. Et puis à partir de là, il y a eu un naufrage de ce... Et donc ces jeunes, ils avaient 5 ans, 10 ans, 20 ans aujourd'hui, ou un peu moins, ou un peu plus, eh bien, ils n'ont connu quoi? Que l'occupation militaire, c'est-à-dire des soldats, et qu'une colonisation tous azimuts très intense, parce que les gouvernements successifs étaient de plus en plus, disons, d'extrême droite. Et c'est le cas, de celui qui vient d'arriver, qui est encore plus à droite. À chaque fois, on dit depuis plusieurs années maintenant, c'est le gouvernement le plus à droite qu'Israël ait connu. Mais à chaque fois, c'est un peu plus à droite. Et là, nous avons affaire, en plus de ce terreau de ces jeunes qui arrivent et qui n'ont pas d'espoir, ça ne justifie en rien leurs actions, bien entendu, mais c'est juste pour analyser les choses. Eh bien, on a du côté israélien une radicalité politique, une radicalisation du spectre politique qui conduit à ce que des groupes qui sont au pouvoir aujourd'hui, dont l'un d'entre eux, Itamar Ben-Gvir, est ministre de la Sécurité nationale, alors qu'il n'y a encore pas très longtemps, il était poursuivi par la justice pour haine raciale. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, et il est en situation de pouvoir sur la police en tout cas, et donc ces idées particulièrement extrêmes, qui il y a 20 ou 30 ans étaient interdites en Israël. Il faut quand même rappeler ça à vos téléspectateurs. Quand il y avait ce qui était le parti Cash à l'époque, eh bien, il y avait un député, le rabbin Kahan. Eh bien, les députés israéliens, quand ils voulaient parler, eh bien, les députés, les autres partaient, quoi. Enfin, il y avait, et puis il a été interdit, ce parti. Et là, non seulement il est plus interdit, mais aujourd'hui, il est au pouvoir. En tout cas, il fait partie de la coalition au pouvoir. Ce qui signifie que la radicalité de ce gouvernement va évidemment conduire à ce que, par rapport à ce qui vient de se passer ces jours-ci, hier, aujourd'hui, et probablement dans les jours qui viennent, eh bien, il y aura une répression accrue. Et quand il y a une répression accrue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'engrenage. Il y a un engrenage, d'autres jeunes vont se battre, qu'ils soient ou non membres d'un groupe. Hein. C'est pas forcément le djihad islamique, c'est des groupes qui s'auto-organisent, si je veux dire, et quelquefois ce sont des individus un peu isolés. Bref, on est dans un engrenage, et tant qu'il n'y aura pas une vraie capacité de revenir à du politique, eh bien, on aura, vous savez, on va appeler résistance, ce que d'autres vont dire terrorisme, et il y aura répression, ainsi de suite. On connaît cet engrenage, et c'est malheureusement la séquence dans laquelle nous sommes, et à mon avis, on n'est pas prêt d'en sortir. Et c'est vrai qu'on est toujours étonné de l'âge des protagonistes des deux côtés. Bien sûr, bien sûr. Les Palestiniens, 21 ans, 13 ans aujourd'hui, qui a tiré sur ce père et ce fils. Des deux côtés, en fait, il y a cette jeunesse en fait qui s'empare de ce conflit. Bien sûr. Vous savez, on pourrait refaire l'histoire. C'est un siècle, le conflit. Un siècle. Donc, si on faisait l'histoire du conflit, on verrait que tous les 20 ans, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce qu'une nouvelle génération arrive. Par exemple, dans les années 70, c'était la génération qui arrivait à 20, 22 ans, dont les pères avaient connu la Nakba, la catastrophe, comme on dit, c'est-à-dire l'effondrement de la question palestinienne. Là, c'est même plus rapproché que tous les 20 ans. Et donc, il y a 10 ans, pilier de défense, etc., les intifadas, c'était par rapport à Gaza, mais vous avez raison. Mais donc, il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, ces jeunes n'ont aucun espoir. Moi, j'y étais il n'y a pas très longtemps, et il y a une chose qui m'a frappé,
un jeune me dit je vais vous emmener voir où je vais être enterré. Il avait, je sais pas, 18-20 ans. Je croyais que c'était quelque chose de très particulier de ce jeune qui avait cette idée. Et en fait, je me suis aperçu qu'un certain nombre de jeunes, pas tous heureusement, étaient dans cette problématique. Et j'ai vu récemment un reportage dans Le Monde qui l'analysait plus globalement encore. C'est-à-dire que cette idée que, bon, on va mourir. Et voilà. Et donc, malheureusement, pour l'instant, c'est pas ce gouvernement israélien qui va ouvrir les portes d'une négociation. Et du côté palestinien, l'autorité palestinienne est complètement délégitimée et n'a pas la capacité politique vraiment de parler sérieusement au nom des Palestiniens aujourd'hui. Donc on est dans cette espèce de situation où il y a un terreau dramatique et il n'y a pas d'acteurs politiques en capacité de sortir par le haut, par une vraie solution politique, tandis que la communauté internationale est attirée par d'autres, enfin est prise par d'autres sujets et a essayé de mettre sur le côté, en marge de tout, la question israélo-palestinienne à tort. Parce et les Israéliens, en plus, sont dans la rue eux-mêmes contre leur gouvernement également. Il y a des manifestations depuis des jours, des semaines, et contre leur réforme de la justice également. Parce que c'est pas une réforme de la justice, c'est une dévitalisation de la justice, puisque le personnage qui est le plus en avant contre ce qui peut se passer à la Knesset de ce point de vue-là, c'est la présidente de la Cour suprême. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui dans le système politique israélien. Et on se rend bien compte effectivement que c'est un conflit qui n'est pas prêt de se régler. On en est qu'aux prémices sans doute de cette nouvelle peut-être ère, de cette nouvelle en tout cas escalade une nouvelle séquence des tensions. Qui va être à nouveau extrêmement difficile. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnollaud pour votre éclairage sur ce sujet et sur ce qui se passe donc au Proche-Orient précisément.